Près d'un Européen sur 4 est pauvre ou menacé de pauvreté. Nous avons toujours 119 millions de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. C'est inacceptable. Les plus touchés sont les enfants, les jeunes et les travailleurs pauvres. L'Europe compte 25 millions d'enfants pauvres. Chaque enfant devrait avoir un repas chaud. C'est un droit fondamental. On le tient pour acquis, mais il ne l'est pas. Un jeune sur 6 est sans formation ni emploi. Il n'y a que des emplois à des horaires impossibles, largement sous-payés, avec des emplois du temps à trous. Les travailleurs pauvres ne gagnent pas de quoi subvenir à leurs besoins. Il y a beaucoup de contrats à durée déterminée et de temps partiel non choisi. Et donc beaucoup de personnes qui travaillent de façon intermittente contre leur gré. En 2010, l'Union européenne a fait de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale l'un des objectifs d'une politique économique et sociale ambitieuse baptisée Stratégie Europe 2020. Notre mission générale, c'est la croissance, l'emploi, la justice sociale et le changement démocratique. L'Europe s'est fixé comme objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de pauvres d'ici à 2020. Mais est-ce un objectif réaliste? Et quelles seraient les conséquences d'un échec pour les personnes défavorisées et pour l'Europe tout entière? L'Union européenne donne une définition claire de la pauvreté. Sont considérées comme pauvres ou menacées de pauvreté les personnes qui disposent de moins de 60% du revenu moyen constaté dans leur pays. Mais comment expliquer que 25% des Européens vivent dans la pauvreté? Est-ce dû à l'échec de la politique européenne, à une défaillance des États membres ou uniquement à la crise financière? La pauvreté en Europe résulte d'un ensemble de facteurs. La crise joue sûrement un rôle, ne serait-ce que parce qu'elle fait ressortir les fragilités d'un système. Pour comprendre les causes de la pauvreté, nous rencontrons des personnes démunies et des responsables politiques au Portugal, en Irlande, en Italie et à Bruxelles. L'Irlande a été très touchée par la crise, avec la bulle immobilière. Le Portugal aussi, et il a bénéficié d'un plan d'aide. Quant à l'Italie, elle souffre de problèmes structuraux depuis longtemps, selon nous. Le taux de chômage y est très élevé, surtout chez les jeunes. L'Europe mène-t-elle une lutte acharnée contre la pauvreté? En a-t-elle seulement les moyens? L'Union européenne met en avant ce qu'elle appelle la stratégie Europe 2020 et la stratégie de Lisbonne. Mais elle communique moins volontiers sur l'action négative de la Troïka, menée en particulier par la Banque centrale européenne dans le sud de l'Europe, notamment en Italie, en Espagne et au Portugal. Dans ces pays, ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils préconisent officiellement. Destination l'Italie, l'un des pays européens les plus durement frappés par la récente crise économique et financière. Le chômage a fortement progressé ces dernières années et il dépasse aujourd'hui les 11%. Pour autant, un emploi fixe n'est pas la garantie d'un revenu suffisant. Le nombre de personnes pauvres ou menacées de pauvreté ne cesse de grossir depuis des années. Il s'élevait à 17,5 millions en 2015, soit 25% de la population. Un Italien sur 4. Il y a ceux qu'on appelle les nouveaux pauvres et que la crise a fait apparaître. Cette catégorie désigne la population qui constituait autrefois la classe moyenne et qui a vu son revenu disponible chuter.
C'est une chose d'être pauvre et de le rester. Mais devenir pauvre est bien plus terrible encore. Cet aspect du problème n'est pas suffisamment mis en évidence dans la dynamique de transformation d'une société. En Italie, le risque de pauvreté est particulièrement élevé chez les jeunes. Nombre d'entre eux ne trouvent ni formation ni emploi, surtout dans le sud du pays. En Sicile, le taux de chômage des jeunes dépasse les 57%. La déclaration à la presse faite à l'hiver 2016 par le ministre italien du Travail Giuliano Poletti n'en est que plus déconcertante. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi. C'est très facile de dire aux gens « partez » pour éradiquer le problème. Mais ça ne marche pas comme ça. Émigrer est une solution, naturellement. Mais que des responsables politiques la préconisent, c'est vraiment pitoyable. Le lendemain, Giuliano Poletti est revenu sur ses propos en disant qu'ils avaient été sortis de leur contexte et que son intention était surtout de féliciter les jeunes qui restaient. Voici ce qu'il a déclaré. Ceux qui s'en vont ne sont pas forcément meilleurs que ceux qui restent. On a tendance à dire que ce sont les meilleurs qui partent, mais ce n'est pas comme ça qu'on aborde ce dossier. Pour aborder ce dossier de près, nous décidons d'aller sur le terrain pour rencontrer un jeune demandeur d'emploi de Caltanissetta, en Sicile. Tancredi s'est retrouvé au chômage juste après avoir obtenu l'équivalent du bac, il y a 2 ans. Il vit encore chez ses parents. Cinzia, sa mère, est la seule de la famille à travailler. Elle a 5 personnes à sa charge. Valerio, le père, était travailleur social, mais il est sans emploi depuis 2 ans. Isotta, la fille, est également au chômage. Elle est mère d'un enfant d'1 an. Les temps sont vraiment difficiles. J'ai l'impression qu'on est en train de traverser une période très particulière de l'histoire. La transformation de la société n'affecte pas seulement le travail. Elle a changé jusqu'à notre manière de voir la vie. Certains changements sont plus intimes. C'est l'être humain qui se sent atteint, surtout en Italie. La mutation en cours englobe tous les domaines de la société. La famille de Tancredi appartient à la classe moyenne, celle qui représente 2/3 de la population et a vu son niveau de vie reculer considérablement. Les salaires ont baissé alors que le coût de la vie a augmenté. Résultat, les Italiens se serrent la ceinture. Nous avons un problème particulier, à savoir que chez nous, la pression fiscale sur les salaires et le poids des contributions d'assurance vieillesse sont les plus élevés d'Europe. Résultat, les entreprises versent des salaires élevés, mais leurs employés n'en touchent qu'une petite partie. La famille de Tancredi illustre à elle toute seule la population active italienne. D'un côté, il y a les seniors, souvent employés dans les services publics et donc à l'abri d'un licenciement. Et de l'autre, les jeunes qui ne trouvent pas de travail. Dans toutes les administrations, la moyenne d'âge tourne autour des 50 ans. Et on croule tous sous le travail. On travaille beaucoup plus qu'autrefois. Ceux qui ont un emploi se tuent à la tâche. À 57 ans, j'en fais nettement plus que quand j'en avais 34. Les jeunes Italiens sont mieux formés que la génération de leurs parents. Malgré cela, 38% d'entre eux sont au chômage. En d'autres termes, un diplômé sur 3 n'a aucune perspective d'emploi. Des responsables politiques pensent détenir la solution. Pour faciliter l'accès des jeunes au travail, il faudrait commencer par assouplir les conditions de départ à la retraite et améliorer la qualité de leur accompagnement sur le marché du travail. Il y a un fossé entre ce qu'on enseigne à l'école et les besoins des entreprises. L'école doit former les jeunes aux métiers de demain, ce en quoi elle échoue actuellement. L'Italie a un long chemin à parcourir. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, elle ne possède pas de système unifié de formation professionnelle associant des entreprises, des écoles professionnelles et des examens nationaux. On ne peut pas transposer le système allemand de formation en alternance sur une simple décision politique.
C'est le fruit d'une longue évolution. S'il marche en Allemagne, c'est parce qu'on a déjà des maîtres capables de former les apprentis, qu'on a des écoles professionnelles qui complètent la formation dispensée en entreprise, et qu'on a des chambres de commerce et d'industrie qui vérifient que les formations remplissent certains critères. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour mettre en place ce genre de système. En Italie, les savoirs professionnels se transmettent de génération en génération. Cela dessert Tancredi. Sa mère travaille dans l'administration judiciaire. Elle ne pourra pas l'aider à se placer. La situation économique de ce pays étant ce qu'elle est, les jeunes se retrouvent sans emploi ni perspective. Ça me met très mal à l'aise, dans la mesure où moi, je n'ai jamais chômé un seul jour de ma vie. L'Union européenne veut lutter contre le chômage des jeunes. En 2013, les États membres se sont engagés à veiller à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans puissent bénéficier d'un emploi, d'une place de formation ou d'un stage dans les 4 mois qui suivent la fin de leurs études ou la perte de leur emploi, ce que l'Europe appelle la garantie pour la jeunesse. Le Fonds social européen a débloqué 8,4 milliards d'euros pour financer des réformes structurelles allant dans ce sens. Mais la mise en place du dispositif est compliquée, comme le montre l'exemple de l'Italie. Le chômage des jeunes était très élevé, mais l'Italie ne savait pas qui étaient ces jeunes chômeurs, ni où ils se trouvaient. Or, si on ne recense pas les NEETs au sein d'une agence pour l'emploi, autrement dit les jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en stage, comment peut-on les accompagner et les aider? Comment peut-on leur faire des propositions pour qu'ils entrent sur le marché du travail? La première étape, c'est de disposer d'une agence pour l'emploi qui fonctionne bien et qui touche les jeunes. En Italie, les agences pour l'emploi servaient plus à recenser les demandeurs d'emploi qu'à accompagner les jeunes dans leur démarche de recherche d'emploi. Mais c'est de l'histoire ancienne. Depuis, on a pris le problème à bras-le-corps pour rattraper le temps perdu. En 2014, l'Italie a lancé Garanzia Giovani, un dispositif de garantie pour la jeunesse, cofinancé par l'Union européenne. L'objectif est de recenser les chômeurs de moins de 29 ans pour leur proposer un emploi, une formation ou un stage. Les stages sont rémunérés 500 € par mois et durent 6 mois. Les entreprises qui prennent un stagiaire touchent une subvention et celles qui embauchent un jeune bénéficient d'une réduction d'impôt de plus de 1 000 €. Dans le cadre de ce dispositif, Tancredi a fait un stage dans une animalerie à l'automne 2015. Je voulais trouver un emploi pour ne plus être à la charge de ma famille. Psychologiquement, le plus dur a été de ne pas savoir si j'allais être embauché après le stage ou non. Ça a été très stressant. Le pire, c'est le chômage des jeunes. Parce que ça revient à leur dire « on n'a pas besoin de vous ». Et ça ruine tous leurs espoirs. Dans les premières années de la vie active, les jeunes acquièrent des compétences dont ils auront besoin tout au long de leur carrière. Je m'étais habitué à ce rythme de vie. Se lever le matin, aller au travail, rentrer pour le déjeuner, puis retourner au travail jusqu'au soir. Je me suis retrouvé un peu déboussolé quand ça s'est arrêté. Un an plus tard, Tancredi est toujours au chômage. Sa dernière indemnité de stage lui a été versée avec 9 mois de retard. Un cas isolé? À la recherche d'autres témoignages sur le dispositif Garanzia Giovani, nous tombons sur un sketch mis en ligne sur YouTube. Un jeune Italien raconte ses déboires. Ils nous ont traités comme des moins que rien. Et à la fin, ils n'ont gardé personne. On a travaillé pour rien. Lui aussi a été payé avec beaucoup de retard.
La première indemnité, je l'ai touchée 2 mois après la fin du stage. Durant les 6 mois de stage, je n'ai rien touché. Le solde a fini par arriver, mais avec un retard absolument scandaleux. Comment expliquer le retard avec lequel ces jeunes ont été indemnisés? Nous interrogeons le conseiller municipal pour l'emploi, la famille et les affaires sociales. Sa réponse est pour le moins étonnante. Les entreprises ont envoyé les documents en retard. Nous n'y pouvons rien. Entre-temps, l'argent a été employé autrement. On a comblé des déficits. Ensuite, ça s'est compliqué parce qu'il a fallu redistribuer les ressources pour que les comptes tombent justes. Ça a entraîné des retards. Et puis, comme les fonds européens avaient déjà été épuisés, il a fallu attendre le paiement suivant. Sur 47 000 participants, environ 11 000 n'ont pas été payés dans les délais. En résumé, les fonds européens destinés à cofinancer les stages des jeunes chômeurs italiens ont été employés à autre chose. Détournement de fonds publics ou incompétence crasse de l'administration. Dans les deux cas, le ministre italien du Travail s'en lave les mains. Ce sont les régions qui sont compétentes pour le paiement des indemnités et chacune a sa procédure. Les subventions européennes ne sont versées qu'à certaines conditions. Peut-on considérer que l'Italie les remplit? Nous demandons à ce que les financements débloqués se traduisent par un résultat tangible. Il ne suffit pas de les allouer à la lutte contre le chômage. Nous voulons voir des résultats attestés par des indicateurs. C'est l'argent des contribuables et les sommes versées sont considérables. Les États membres rendent des comptes 2 fois par an. L'Union européenne peut réclamer des changements si elle n'est pas satisfaite. Doit-on conclure à un échec du dispositif Garanzia Giovanni en Sicile? Une chose est sûre, dans la province de Caltanissetta, nous n'avons rencontré personne ayant trouvé un emploi par ce biais. Nous n'avons vu que des jeunes en colère. Le gouvernement se sert de ça pour enjoliver les chiffres du chômage, comme le gouvernement précédent l'a fait et comme le fera le suivant. On peut dire que Tancredi et des milliers d'autres jeunes ont contribué à réduire officiellement le chômage des jeunes. La Sicile est à la fois la région où le dispositif a concerné le plus de jeunes et celle où il y a eu le moins de résultats. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de travail. Dans ce contexte, une politique qui cible uniquement les jeunes est-elle vraiment la solution? Ce n'est pas durable. Pour obtenir des effets dans le temps, il faut avoir une action sur l'ensemble de l'économie. Mais que faudrait-il faire? Quelle est la cause du chômage italien? Et pourquoi l'Italie affiche-t-elle l'un des taux de croissance les plus faibles de l'Union européenne? L'Italie est coupée en deux. On a une Italie industrielle très développée d'un côté et une Italie quasiment sous-développée de l'autre. En plus, le sud de l'Italie multiplie les problèmes. L'administration est corrompue, la mafia est puissante et l'argent se volatilise. Et la population ne semble pas s'en émouvoir outre mesure. On ne crée pas des emplois simplement en claquant des doigts, surtout dans une région sous-équipée. Les autoroutes de Sicile sont symptomatiques des problèmes de la région. Notre réseau ferroviaire est quasiment inexistant. Notre réseau autoroutier est largement déficitaire. On fait beaucoup trop peu dans le domaine de la mobilité. Et c'est préoccupant, d'autant que l'Europe a avancé. Les programmes européens pour les années 2014 à 2020 portent sur l'innovation, les aides aux entreprises et l'accès au crédit. La Sicile n'a pas profité de la faiblesse des taux d'intérêt pour créer des emplois dans les régions rurales où les jeunes sont les plus nombreux. En matière de réponse à ce constat, le conseiller municipal renchérit. Du travail, il y en a, et même beaucoup, notamment dans l'agriculture. Des milliers et des milliers d'Italiens travaillaient autrefois dans les champs, surtout les jeunes.
Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus travailler au champ. À la place, on emploie des immigrés. Les jeunes veulent des emplois hautement spécialisés, des emplois fixes, dans le tertiaire, dans le secteur des services. Pour les jeunes Siciliens, travailler dans l'agriculture signifie souvent travailler en famille, sans rémunération propre et sans aucune autre perspective. Dans ces conditions, beaucoup de chômeurs ne voient pas d'autre issue que de partir. L'émigration de masse dure depuis des décennies déjà. Les Italiens quittent leur pays par désespoir. Les chiffres sont accablants. Près de 2/3 des Italiens de moins de 34 ans vivent encore chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre leur indépendance. Tancredi n'attend rien des responsables politiques. Il défend lui-même ses intérêts et invite les autres à en faire autant. Après mon stage, j'ai perdu confiance dans le système et j'ai commencé à participer à des manifestations et à m'engager politiquement. C'est important d'élever la voix et de dire la vérité aux gens. Il faut dénoncer les mensonges et les fausses promesses du gouvernement qui laissent complètement tomber les jeunes chômeurs. Entre des pouvoirs publics qui emploient les fonds européens avec une grande désinvolture et un chômage qui frappe un jeune sur 3, l'Italie semble dans une impasse. Aucune réforme susceptible d'améliorer la situation n'est annoncée. Nous poursuivons notre enquête au Portugal. Contrairement à l'Italie, le pays a pris des mesures drastiques durant la crise. Un train de réformes draconiennes lui a rendu l'accès au marché financier. Mais il a également déclenché une crise sociale. Aujourd'hui, 2,8 millions de Portugais sont pauvres ou menacés de pauvreté, soit plus d'un quart de la population. Les emplois précaires sont l'une des causes de cette pauvreté. On a beaucoup de familles avec les deux parents au chômage. Jusqu'à présent, ils pouvaient offrir une existence décente à leurs enfants, que ce soit en matière d'alimentation, d'habillement ou d'instruction. Mais du jour au lendemain, ils se sont retrouvés incapables de payer leur loyer. Le Portugal était dans une situation économique difficile bien avant la crise. La récession et la concurrence internationale ont fait grimper le niveau de la dette publique comme de la dette privée. Le manque de capitaux et la taille limitée du marché financier intérieur ont obligé les Portugais à se financer à l'étranger. La situation est devenue explosive et en 2011, le pays s'est retrouvé au bord de la faillite. Au Portugal, c'est entre 2011 et 2013 que la crise a frappé le plus fort. Le produit intérieur brut a reculé de 7%. C'est énorme. Ça a eu des conséquences désastreuses sur le niveau de vie. Le chômage est monté en flèche et le revenu disponible s'est effondré. En 2011, le Portugal sollicite l'aide de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Un trio d'institutions surnommé la Troïka, qui lui accorde un prêt d'urgence de près de 80 milliards d'euros. En contrepartie, le Portugal doit accomplir un certain nombre de réformes. Il va toutes les mener à bien, de la réduction des dépenses publiques à la hausse des impôts, en passant par la privatisation des entreprises publiques et surtout par l'abaissement du coût du travail. La politique d'austérité imposée par la Troïka a causé beaucoup de dégâts. La pauvreté et les privations matérielles se sont aggravées brutalement et le chômage a progressé. Les Portugais ont perdu confiance en l'avenir.
Beaucoup de Portugais ont perdu leur emploi et se sont retrouvés dans l'incapacité de payer leurs emprunts. La classe moyenne a été la plus touchée. Ses conditions de vie se sont clairement détériorées. Paulo Grade vit dans le sud du Portugal. Il possédait une entreprise de BTP qui marchait bien. Patricia, sa femme, travaillait avec lui. Durant la crise de la dette, les grandes entreprises du secteur ont fait faillite. Paulo était leur sous-traitant. Le secteur du BTP s'est retrouvé complètement paralysé. On n'avait plus de travail. Mon mari a renoncé pendant au moins 2 ans à se rémunérer pour pouvoir payer les salariés. Pareil pour moi. Je ne touchais quasiment plus rien parce que l'entreprise ne rapportait plus rien. On n'avait plus de revenus et on ne pouvait plus payer les charges courantes et les salariés. Alors on a puisé dans nos économies. C'était le fruit de 15 années de travail. On a vécu avec ça et les aides. On a continué comme si tout était normal. À l'été 2015, Paulo et Patricia n'ont plus le choix. Leurs finances sont à sec et ils doivent mettre la clé sous la porte. Paulo vit cela comme un échec personnel dont il a du mal à se remettre. Il ne souhaite d'ailleurs pas s'exprimer sur le sujet. Eu e o meu marido fizemos aniversário de casamento. Quand notre anniversaire de mariage est arrivé, on n'avait même plus les moyens de se payer un restaurant comme on le faisait d'habitude. Maintenant, on ne célèbre plus les fêtes. À Noël, on ne s'offre plus rien. Seuls les enfants ont des cadeaux. Quand on s'est rendu compte qu'on n'avait plus d'argent, ça a été un choc terrible. Paulo et Patricia ont construit leur maison avant la crise, mais ils n'ont pas fini de la payer et chaque mensualité leur donne des sueurs froides. Chez eux, la cheminée n'est pas là pour décorer, elle leur permet de se chauffer au bois. Ils n'ont plus les moyens de faire autrement. De l'extérieur, la maison a l'air en bon état. Mais à l'intérieur, invisible aux voisins, il y a des traces de moisissures sur les murs et les plafonds. La cheminée du salon ne suffit pas à chasser l'humidité. La pauvreté de Patricia et Paulo ne se voit pas au premier coup d'œil. On donne le change. En société, on essaie de se montrer sous notre meilleur jour. Personne ne sait que j'ai été au chômage. Je n'en ai jamais parlé. Il n'y a qu'une autre mère qui est au courant, parce qu'on se connaît un peu mieux. Patricia et Paulo n'ont plus les moyens depuis longtemps d'aller au cinéma, par exemple. Ils passent leur temps libre sur le terrain de sport. Leur fils, Alejandro, est mordu de football, un passe-temps qui ne coûte rien. Beaucoup de Portugais sont dans la même situation que Patricia et Paulo. Ils appartenaient à la classe moyenne qui a vu son niveau de vie s'effondrer depuis la crise et vivent dorénavant de l'aide sociale. Plusieurs politiques publiques ciblent les personnes démunies. Mais naturellement, le mieux, ce serait que les gens aient du travail et qu'ils puissent ainsi résoudre leurs difficultés par eux-mêmes. Le Portugal possède plus de 800 soupes populaires organisées par les autorités ou par des associations. Elles fournissent gratuitement un repas chaud par jour à tous ceux qui en ont besoin. De nombreux bénéficiaires tiennent à la plus grande discrétion. À Loulé, les 80 repas quotidiens sont distribués à l'abri des regards. On sait qu'il y a des pauvres qui se cachent pour ne pas perdre leur fierté et leur dignité. Ils ont honte de vivre dans des logements sociaux ou de bénéficier de l'aide sociale. Ils sont en difficulté et se cachent.
Ils ont travaillé, ils se sont battus toute leur vie. Et maintenant, ils ont perdu leur emploi. Ça peut arriver à tout le monde, mais ça ne rend pas leur situation plus facile pour autant. Beaucoup de Portugais n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Pourtant, sur le papier, la crise est quasiment finie. Les chiffres indiquent une reprise économique. En 2016, le Portugal a respecté pour la première fois les critères de Maastricht avec un déficit budgétaire de seulement 2,1% du PIB, du jamais vu depuis la démocratisation du pays en 1974. Actuellement, le Portugal a une croissance modérée mais significative, comparée à d'autres pays européens. Le chômage a reculé récemment. Parallèlement, le nombre de salariés a progressé. Mais quels sont les emplois créés? Et quel est leur niveau de rémunération, sachant qu'on a restreint la protection des salariés pour inciter les entreprises à embaucher? Le Portugal est l'un des pays de l'Union européenne où le niveau des emplois précaires est le plus élevé. Certaines personnes ont un bon contrat, alors que d'autres ont un contrat d'un nouveau type, moins avantageux qu'avant. Ces nouveaux contrats créent une précarité. Quand une personne a un contrat de travail à temps partiel, alors qu'elle souhaite travailler à temps plein, ça ne lui permet pas de sortir de la pauvreté. Patricia et Paolo ont envoyé des dizaines de candidatures pour des emplois des plus variés, sans succès. Patricia a même postulé comme caissière de supermarché. Lors de l'entretien d'embauche, on m'a dit, comme souvent, « Je ne peux pas vous embaucher, vous êtes surqualifié. » Alors j'ai répondu, « Je me moque d'avoir des diplômes, ça ne se mange pas. J'ai besoin d'argent pour acheter à manger. » Mais ils ont préféré donner le poste à une personne qui avait de l'expérience comme caissière et qui était moins diplômée. À force d'efforts, Patricia a fini par obtenir un travail d'agent immobilier. Avant la crise, Paolo et moi, on gagnait environ 1 000 € par mois chacun. Donc on avait 2 000 € par mois en tout. Maintenant, je suis payée à la commission et Paolo n'a pas tous les jours du travail. Alors certains mois, on ne gagne que 500 €, parfois seulement 200. Patricia travaille 6 jours par semaine, souvent jusqu'à 22 heures. Elle n'a pas de salaire fixe, elle est payée uniquement à la commission. Ça l'oblige à être très disponible pour ne pas rater une vente. Elle donne également des cours de soutien scolaire. Et Paolo, lui, travaille à la journée. Leur situation financière est des plus précaires. Des centaines de milliers de Portugais ont été contraints à l'exil ces dernières années, soit parce qu'ils avaient un travail qui ne leur permettait pas de vivre, soit parce qu'ils n'en avaient pas. Patricia et Paolo ont songé à partir eux aussi. Mais ils ont choisi de rester pour leurs enfants. Aujourd'hui, Patricia vend les biens immobiliers de ses compatriotes qui ont quitté le pays. Les gens quittent le Portugal pour fuir les emplois précaires. À l'échelle des individus, c'est peut-être une solution, mais à l'échelle de la société, c'est un problème. Le pays a beaucoup investi dans cette génération. Le Portugal a besoin de ces jeunes qualifiés pour sortir de la crise économique. Si les pauvres et les vieux sont les seuls à rester, à terme, on peut craindre une hausse des dépenses sociales. Le pays a renoué avec la croissance, mais la dette publique atteint 130% du PIB, alors que les critères de Maastricht
fixe un plafond de 60%. La dette publique portugaise n'est pas viable à moyen terme. Actuellement, le Portugal dépense plus pour le service de la dette, c'est-à-dire pour payer les intérêts de la dette, que pour l'ensemble de son système de santé. Ce n'est pas tenable à terme dans un pays démocratique. La situation économique du pays reste fragile. Le Portugal consacre 4,3% de son PIB au service de la dette. Et sans l'intervention de la Banque centrale européenne, les intérêts pourraient être encore plus élevés. En rachetant les titres de dette sans valeur des pays européens en crise, la BCE injecte en effet des milliards d'euros dans leur économie. Sans elle, le Portugal dépenserait encore plus, bien qu'il n'en ait pas les moyens. Mais quelle serait la solution? Une restructuration de la dette? Ceux qui la réclament oublient que le Portugal souffrait d'une croissance structurellement faible avant la crise. Aujourd'hui, seuls Lisbonne et l'Algarve se portent bien, grâce au secteur d'activité traditionnel et surtout au tourisme. Mais le tourisme est une activité saisonnière. Ce parc d'attractions désert l'illustre bien. De novembre à avril, il n'y a pas de rentrée d'argent. Beaucoup d'emplois sont donc précaires, à Faro comme dans le reste de la région. Ce qui manque à l'économie portugaise, ce sont des produits d'exportation. La mondialisation a accru la concurrence entre les pays, notamment dans l'industrie textile, qui tirait autrefois les exportations portugaises vers le haut. Cela fait longtemps que les coûts de production sont plus bas ailleurs. On ne pourra pas revenir sur la mondialisation. Il faut faire avec. La concurrence s'exerce non seulement entre les entreprises, mais aussi entre la main-d'œuvre des différentes entreprises, pour ne pas dire entre les populations des différents pays. L'Union européenne aide aussi le Portugal à améliorer sa compétitivité. Elle contribue à hauteur de 25 milliards d'euros à un programme portugais de réforme et d'investissement lancé en 2014 et baptisé Portugal 2020. Les premiers résultats sont jugés positifs par le gouvernement portugais. Bien sûr, le Portugal a fait appel aux fonds européens et les a utilisés. Et le résultat est très positif. On ne peut jamais garantir à 100% le succès d'un plan d'investissement. Mais les résultats sont visibles par tous. Nous avons investi dans les écoles et les voies de communication. Nous avons modernisé le pays. Est-ce suffisant? Non, bien sûr. Vítor Guerreiro est du même avis. Maire de la petite localité de São Brás, dans le sud du pays, il espère surtout que les grands travaux lancés par le gouvernement créeront des emplois dans sa région. On essaie de privilégier les entreprises locales quand on fait des appels d'offres pour des travaux publics. C'est un moyen pour nous de contribuer à la dynamique économique. Nous savons que chaque emploi créé dans la région réduit les dépenses sociales. Quand les gens gagnent eux-mêmes leur vie, c'est positif pour la communauté. L'assainissement de la vieille ville de São Brás est financé par l'Union européenne aux 2 tiers. Les entreprises locales ont remporté les appels d'offres européens en cassant les prix. À défaut de créer des emplois, cela a rempli leur carnet de commandes. Depuis l'hiver 2015, le Portugal est dirigé par une coalition de gauche conduite par les socialistes. Le nouveau gouvernement est revenu sur l'abaissement du coût du travail engagé durant la crise. À la place, il souhaite relever le salaire minimum et réduire la TVA pour relancer la consommation. Il mise sur des baisses d'impôts pour inciter les entreprises à investir. Nous avons maintenant une plateforme politique qui ne veut pas de la recette consistant à faire des coupes budgétaires partout. Au lieu de dire « réduisons les salaires pour améliorer notre compétitivité », le gouvernement actuel dit « augmentons plutôt les qualifications professionnelles de notre population pour améliorer notre compétitivité ». Mais est-ce bien judicieux?
Le Portugal ne risque-t-il pas de freiner sa reprise? S'il augmente les salaires tout en baissant les impôts, et donc en créant de la dette, la croissance économique sera-t-elle encore au rendez-vous? La main-d'œuvre portugaise est-elle suffisamment compétitive sur le marché international pour cela? Il y a deux Portugal. La génération des moins de 35 ans a un niveau de qualification qui se situe dans la moyenne européenne. Et celle des plus de 50 ans a le niveau moyen de qualification qui est le plus faible d'Europe. Quelle est la voie de l'avenir pour le Portugal? Le gouvernement compte beaucoup sur l'Union européenne. Si la croissance grimpe en Europe, elle grimpera aussi au Portugal. Tout miser sur la croissance européenne semble un pari risqué. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore ressenti les effets bénéfiques de la timide reprise économique et qui sont au chômage ou qui ont des emplois précaires. Tant que le Portugal cherchera son bonheur dans le sillage de l'Union européenne, la crise risque de continuer. À l'inverse, l'Irlande est le pays modèle des plans de sauvetage européens. Tous ces indicateurs sont bons. Son redressement est inespéré. L'Irlande est l'une des régions les plus déshéritées d'Europe depuis des siècles. La grande famine des années 40 et 50 a provoqué des vagues d'émigration qui se sont prolongées jusque dans les années 1960. Le pays est resté longtemps associé dans les esprits à la pauvreté et au chômage de masse. Il y a toujours eu de la pauvreté en Irlande. Et il y a toujours eu des Irlandais qui ont émigré pour tenter leur chance ailleurs et pour essayer de gagner leur vie, même péniblement. Dans les années 1990, la croissance économique a fait un bond et le chômage a régressé en Irlande grâce aux milliards d'euros injectés par l'Union européenne. Dans les années 1980 et 1990, les Irlandais ont employé les fonds européens pour investir dans l'enseignement, mais pas dans le cycle le plus élevé. Ils ont plutôt investi dans le premier cycle de l'enseignement supérieur, pour former des techniciens du supérieur ou au mieux des ingénieurs de niveau licence. L'Irlande a attiré pas mal d'emplois sur son territoire comme ça. Elle a couplé ses investissements avec une politique néolibérale de développement de la place financière de Dublin et de faible taxation des entreprises, ce qui a incité des sociétés implantées dans d'autres pays européens à transférer leur activité sur son sol. L'introduction de l'euro a abaissé les taux d'intérêt. Tout était alors en place pour un décollage économique de l'Irlande. Mais la croissance s'est accompagnée d'une bulle immobilière. Certaines banques étrangères qui sont venues en Irlande ont distribué des prêts immobiliers avec beaucoup de facilité. Les banques irlandaises ont fait de même. Et au fil du temps, les prix immobiliers ont grimpé. Les gens ont cru que la croissance économique était solide et que leurs biens allaient continuer à prendre de la valeur. Mais les prix immobiliers se sont effondrés juste avant la crise financière de 2008. Les banques irlandaises ont été prises dans la tourmente et l'Irlande a dû dépenser des milliards d'euros pour les sauver. En 2010, le pays s'est retrouvé au bord de la faillite et a demandé à se réfugier sous le parapluie européen. Sans le plan d'aide de 67,5 milliards d'euros concocté par la Troïka, l'Irlande n'aurait pas pu boucler son budget. En contrepartie, elle a dû appliquer une politique d'austérité douloureuse. Tout a changé avec la récession. Le chômage est passé de 5 à 15%. Le nombre de pauvres a augmenté. On a réduit les aides sociales et on a fait des coupes budgétaires dans de nombreux services publics. Il faut savoir que pour les pauvres, la qualité de vie est autant liée au montant des aides sociales qu'à l'offre de services publics. Or, on a beaucoup réduit cette offre. 3 ans plus tard, l'Irlande n'a plus besoin du parapluie européen. Elle a retrouvé sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds et attire de nouvelles sociétés étrangères. Les exportations repartent à la hausse, le nombre de chômeurs entame une décrue. Le modèle irlandais marche de nouveau, même si la dette accumulée reste très élevée.
C'est étonnant de voir le nombre de créations d'emplois en Irlande l'année dernière. Le chômage des jeunes a fortement reculé. Mais ce qui reste trop élevé en Irlande, c'est le niveau de pauvreté. La pauvreté concerne plus de 16% de la population, soit un Irlandais sur 6. De nombreux enfants sont touchés. Le manque de logements à prix abordable complique la situation, l'Irlande ayant pris un grand retard en matière de construction de logements sociaux. Le nombre de sans-abri avec enfants augmente. Sarah en est un exemple. Ça allait bien pour moi. J'avais un emploi, une maison, mes enfants avec moi. Tout allait vraiment très bien. Et puis tout a basculé du jour au lendemain. Il n'y a pas que des drogués ou des alcooliques parmi les sans-abri. Ça peut arriver à n'importe qui, vraiment. Sarah a d'abord perdu son emploi. Puis la maison qu'elle louait est devenue inhabitable à la suite d'un dégât des eaux. Elle avait 3 enfants et attendait le 4e. Elle s'est retrouvée à la rue. Elle a dû confier ses 3 aînés à une famille d'accueil et vit avec son nourrisson dans un foyer. C'est très dur psychologiquement. J'y pense tous les jours. Parfois, je pleure sans pouvoir m'arrêter parce que j'ai mon bébé avec moi, mais pas mes 3 autres enfants. Je me sens terriblement coupable. En 2016, le nombre de personnes sans abri a bondi de 24% en Irlande. Des familles entières sont à la rue. Rien qu'à Dublin, 2700 enfants vivent en hébergement d'urgence. Pour moi, il y a 5 besoins élémentaires, 5 droits fondamentaux. Ce sont les droits à une nourriture convenable, à l'instruction, aux soins médicaux, à l'emploi et au logement. Les plus touchés par la pauvreté sont les familles monoparentales. Les parents isolés vivent des aides sociales et ils ne peuvent pas travailler ni reprendre des études parce que les frais de garde d'enfants sont très élevés chez nous. En Irlande, les frais de garde d'enfants s'élèvent à près du double de la moyenne européenne. Beaucoup de parents renoncent à travailler pour cette raison. Résultat, ces familles s'enfoncent dans la pauvreté. Un enfant irlandais sur 3 est pauvre ou menacé de pauvreté. Je ne pense pas qu'on puisse cibler la pauvreté des enfants en particulier. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est éviter que l'arrivée d'un enfant augmente le risque de pauvreté. C'est indispensable. Si notre société a un grand besoin d'enfants, il faut permettre aux parents de les élever. Beaucoup de jeunes qui grandissent dans des familles pauvres quittent l'école tôt. Cela diminue leurs chances de trouver un emploi pour toute leur vie. C'est ainsi que la pauvreté se transmet d'une génération à l'autre. Mais l'Irlande prend enfin des mesures. Son dernier budget prévoit 19 millions d'euros supplémentaires pour financer un nouveau système d'allocation de frais de garde à partir de septembre 2017. L'objectif est d'abaisser le coût pour les familles, que l'enfant soit gardé à la maison ou à l'extérieur. L'allocation sera versée pour tout enfant de plus de 6 mois. L'opposition elle-même est favorable à ce nouveau système. Que l'enfant soit confié à une nourrice, qu'il soit gardé à domicile par un grand-parent ou même par sa mère, ou qu'il fréquente une crèche publique ou privée, tant que le mécanisme d'aide existe, avec les fonds correspondants, cela marchera. Un système de garde accessible, durable et inclusif. Voilà le message central. L'Irlande n'aurait sans doute pas réformé son système sans l'impulsion de Bruxelles. L'Union européenne réclamait en effet depuis longtemps une réforme des allocations familiales. On ne peut pas obliger les États membres à mener telle ou telle politique. Nous avons des outils et des objectifs communs et nous les aidons. Mais en dernier recours, c'est à eux de mettre en œuvre les mesures adaptées. Quoi qu'il en soit, il faudra des années pour que la condition des enfants irlandais s'améliore. Et le pire est à craindre. Est-ce qu'il y aura autant d'enfants pauvres en Irlande en 2020? Absolument. Est-ce que les systèmes de santé des pays européens, dont l'Irlande, vont se redresser d'ici 2020? Sûrement pas. Nos malades doivent s'inscrire sur liste d'attente et le nombre d'enfants pauvres est en hausse, pas en baisse. Il y avait d'ores et déjà une génération perdue en Europe,
avec les travailleurs pauvres et les jeunes sans emploi, dans les pays comme le Portugal et l'Italie qui se sont effondrés durant la crise financière. Mais avec les enfants pauvres, c'est une autre génération qui risque de rater le coche elle aussi. Peut-on tout de même parler d'un succès du plan Stratégie Europe 2020 ? La réponse n'est pas évidente. L'essentiel est qu'il y ait une politique commune de lutte contre la pauvreté. Mais le succès de l'Union européenne ne peut se mesurer qu'avec des chiffres. Et si les pauvres se résignent, le projet européen est menacé. Les pauvres ont moins tendance à participer à la vie politique. Ils vont moins voter et ils ne vont jamais manifester. Cela a des conséquences, bien sûr. Des partis extrémistes ou nouveaux dans le système politique risquent de s'emparer de cet électorat. Si de nombreux citoyens européens ont le sentiment que leurs conditions se dégradent, l'Union européenne risque d'avoir un problème de légitimation. Plus la pauvreté économique est importante, moins les citoyens ont confiance dans les institutions et les partis. À cela s'ajoute un déficit en termes de crédibilité dont nos dirigeants sont responsables. Si des ministres m'écoutent, je m'excuse d'être franche, mais je vois trop souvent des ministres parler uniquement de leur pays et dire « on a gagné » ou « il est dans l'intérêt de notre pays de » alors qu'il faut rechercher l'intérêt commun. Le risque que l'Union européenne implose est élevé, parce qu'elle sert de bouc émissaire à de nombreux responsables politiques nationaux qui n'ont que des reproches à lui faire. Mais pour paraphraser Kennedy, ne vous demandez pas ce que l'Europe peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour elle. Peu de gens se posent cette question. L'Europe en a pourtant bien besoin aujourd'hui si elle veut réaliser son projet d'union économique et sociale pour tous.